pelle d'abricot! Bon. Il est parti en safari chasser le tigre, toi. Qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes à votre avis? La beauté, le charme, l'élégance. Hello. Bah. Allô, on s'entend-tu qu'une des choses les plus fascinantes, les plus mystérieuses de la vie, c'est la mort. Fait que je pensais vous raconter comment qu'on se sent quand on meurt. Bon, je suis pas morte, mais j'ai passé de mourir plus qu'une fois. J'ai même eu cataracte cardiaque, fait qu'on peut dire quasiment que je suis ressuscitée. Je vais vous parler d'une fois. J'étais à l'hôpital. J'attendais ma deuxième greffe. Là, fallait que j'aille me laver. Je me lavais pas souvent. Je me lavais genre une fois semaine parce que c'était trop difficile pour moi. J'avais pas d'air. J'étais pas capable de respirer. Fait que le moindre effort, là, ça peut paraître con, là, mais mettons juste m'habiller, ça me prenait 15 minutes tellement j'étais essoufflée pis c'était difficile. Chaque geste était calculé. Je m'en vais dans la douche. Ma mère est dans ma chambre. Parce que j'avais trop peur, sinon là, je me lavais jamais toute seule. Puis là, j'étais assise dans ma douche. Là, je commence à perdre mon air. Fait que là, j'appelle ma mère un peu en détresse. Elle s'en va dans le corridor chercher de l'air. Puis les quelques secondes où elle est sortie de la chambre, j'ai commencé à paniquer. Là, sont arrivés plusieurs. Puis j'étais dans un des états les plus vulnérables qui puisse exister. Je pesais dans les 70 livres. J'étais tout nue, j'étais trempée. Puis là, ils me prennent et m'amènent dans mon lit. Puis ils appellent le IR. Ça, c'est l'équipe d'intervention rapide. C'est un peu comme les soins intensifs, mais ambulants, qui se promènent dans l'hôpital. Fait que bref, il y a à peu près 10 personnes qui arrivent. Il y a l'inhalothérapeute, la pneumologue qui vient, qui s'assoit sur mon lit. Ma mère, en panique en arrière. L'inhalo, elle essaye de m'aider. En fait, tout le monde essaie de m'aider. Il y en a qui prennent des prises de sang pour connaître le taux de CO2 dans mon sang. Il y a à peu près 10 personnes autour de moi qui sont après moi en train de me manipuler pour essayer de me sauver. Là, moi, je me dis, OK, fais juste respirer. Genre, le monde s'occupe de toi. Là, toi, tout ce que tu as à faire, c'est respirer. Inspire, expire, puis je me concentrais, puis j'essayais de retrouver mon souffle, puis c'était tellement dur. Là, je me disais, t'as pas le choix là, de retrouver ton air. Il faut que tu réussisses à te ramener, sinon tu meurs. Moi, j'étais pas prête à mourir. J'ai passé ma vie à obséder sur la mort. À 6-7 ans, là, j'imaginais mon salon funéraire. Je me demandais qui allait être à mes funérailles. Je me demandais comment mes proches allaient vivre leur deuil. J'ai toujours été obsédée par la mort. Puis j'ai tellement essayé de trouver la paix, de faire la paix avec le fait que j'allais mourir. J'ai jamais réussi. Quand on meurt, ben tu sais, je veux dire, moi j'avais 26 ans, là. Peut-être que un monsieur de 86 ans qui a tout vécu sa vie, lui, ça ne dérange pas de mourir, puis tu sais, il s'est accompli, son chemin est fait, puis ciao, bye. Mais je sentais pas ça. Fait que là, au début, c'était faut que tu respires, faut que tu trouves ton air, faut que tu te ramènes. Après ça, j'ai pensé à Hugo, à mon mari. Je me suis dit que je pourrais même pas l'embrasser pour lui dire bye. C'était fini. Avec cette pensée-là est venu un gros sentiment de deuil. Le deuil de ma vie, de tout ce que j'aurais pu accomplir. Comme un gros deuil de toutes les possibilités infinies que la vie m'offrait puis que j'avais pas saisies. J'ai passé ma vie à obséder sur la mort puis à essayer de m'y préparer. Des fois, je sentais que j'étais en paix avec le fait de mourir. J'essayais de trouver une espèce d'acceptation dans tout ça, mais quand le moment est vraiment venu, oublie ça là. Comme j'étais zéro prête à mourir, puis je l'acceptais pas. Peu importe le temps que j'avais passé à essayer de me préparer à la mort, j'étais pas prête à mourir. Ensuite est venu le deuil. Il y a eu une espèce de lâcher prise. Comme si je me disais, OK, mais il n'y a pas de moyen que je m'en sorte. Une partie de mon cerveau lâchait prise. Mais une autre partie de mon cerveau se battait puis se cramponnait à la vie. Je me disais, OK, ressaisis-toi, essaye, tu vas pas te laisser partir de même. Là, il y avait les deux parties de mon cerveau. Le premier qui lâchait prise, qui voulait juste être en paix
avec tout ça, puis mourir le plus paisiblement possible. Puis l'autre partie de mon cerveau qui était comme « Hey, des niaises, là! Si tu respires pas, tu vas vraiment mourir, puis après, c'est fini. C'est fini. There's no turning back. » J'ai l'impression que je me suis vue en dehors de mon corps. Comme si j'étais témoin de ce qui arrivait. Comme si je pouvais pas croire que j'étais vraiment en train de mourir. Toute la panique, le sentiment de deuil, les efforts pour lâcher prise, plein de trucs contradictoires. Il y avait la partie de mon cerveau qui essayait juste de lâcher prise. L'autre partie qui disait « Crise de niaise, ma fille, parce que tu meurs, là. » Ensuite, je me suis vue déconnectée de mon corps. Comme, c'est dur de décrire ça, comme si je me regardais de l'extérieur. J'avais l'impression que tout était en slow motion, que j'étais témoin de ma propre mort, mais de l'extérieur, tout était flou, comme si j'étais plus vraiment là déjà. Peu importe à quel point j'avais voulu me préparer à la mort, peu importe à quel point mon niveau de spiritualité était haut, quand le moment vient de mourir, c'est pas ça, là. Ça devient vraiment paniquant. On dirait que dans la vie, on se rend pas compte à quel point on est tout le temps à ça de perdre le contrôle. T'sais, on est tout le temps sur autopilote. On s'en rend pas compte. On fait juste vivre, puis notre corps vit. Notre corps va digérer, respirer, ce qu'on doit faire pour vivre. On s'en rend pas compte. C'est comme si c'était moi qui devais diriger mon corps. C'est moi qui me disais « Ok, respire, fais ci, fais ça ». Pour rester en vie, je me rendais compte à quel point, finalement, j'avais aucun contrôle. Fallait juste que j'accepte que je sois le plus en paix possible avec le fait de mourir, puis j'y arrivais pas. Je me souviens, dans l'année qui précédait ma deuxième greffe, je vivais des magnifiques moments, puis j'étais vraiment plaisée avec la mort. Puis mon père puis moi, on a une tradition. Une fois par semaine, on va au resto, toujours le même. Puis après, on va au cinéma, toujours le même. Puis on choisit à tour de rôle le film qu'on va voir. Puis on s'entend que 70% de la raison qu'on va au cinéma, c'est pour du popcorn. T'sais, on a plein de petits rituels comme ça, puis on écoutait tout le temps Brassens dans l'auto. Puis moi, Georges Brassens, pour moi, c'est un génie. On écoutait vraiment les paroles ensemble, puis on le mettait à pause pour bien comprendre, puis après on écoutait la chanson au complet d'un coup, puis on se tenait la main dans l'auto. Ces moments-là, j'étais tellement heureuse, mais tellement triste en même temps. Ça me rappelait combien je tenais à ma vie, combien je tenais à ma vie terrestre, à quel point j'aimais mes proches, puis je voulais pas mourir. C'est probablement pour ça que au moment de ma mort, qui finalement n'a pas été ma mort, je me suis autant battue parce que je réalisais à quel point je tenais à ma vie, puis il était hors de question que je meure, puis j'ai une hostie de tête de cochon, fait que finalement je suis pas morte. Tu sais, il y a eu cette fois-là dans la douche où ils sont venus me chercher, mais il y a eu au moins 10 fois où, pas loin de ma deuxième greffe, j'ai vraiment pensé mourir. Une fois, finalement, ils m'ont juste trouvé endormie dans mon lit, puis ils m'ont descendu aux soins intensifs. Puis là, ils m'ont mis dans le coma parce que mes échanges gazeux, moindrement que mes poumons fonctionnaient par eux-mêmes, mon CO2, il montait trop haut dans mon sang, puis je mourais. Fait que là, ils m'ont juste mis dans un coma, puis même un coma plus profond qu'un coma normal. Ça s'appelle être curarisé. Parce que justement, dans un coma, normalement, t'es endormi, mais ce sont quand même tes organes qui fonctionnent par eux-mêmes. Si mes poumons fonctionnaient par eux-mêmes, les échanges gazeux se faisaient pas, puis mon CO2 montait trop haut. Mes poumons étaient tellement serrés que l'oxygène rentrait plus. Fallait des particules plus minces, fait qu'ils mélangeaient l'oxygène avec de l'hélium. Ça s'appelle de l'héliox. Là, c'est ça qu'ils m'envoyaient. J'ai vidé toutes les réserves du chum, il a fallu en faire venir d'ailleurs. En tout cas, je veux pas trop m'éloigner, là. Mais bref, ils m'ont curarisé. Je suis restée 1 mois dans cet état-là. 1 mois, comme 10 jours avant ma greffe. Là, ils ont trouvé des poumons, ils m'ont greffé. Mais après, ça a duré un autre 3 semaines avant qu'ils me réveillent parce que ma greffe s'est vraiment mal passée. Mais quand je me suis réveillée de mon coma, là, premièrement, ça m'a pris au moins 4 jours me réveiller. Tellement j'étais endormie profondément. Ça m'a pris au moins 4 jours me réveiller puis retrouver mes esprits. Puis encore plus comprendre que j'étais greffée. Ce mois-là que j'ai passé dans le coma,
Moi, j'ai eu conscience de rien. C'est comme si je me réveillais de ma nuit. Peut-être parce que mon coma était plus profond qu'un coma normal. Mais ouais, moi, j'entendais pas de voix. J'étais juste complètement out of it. Pendant les 4 jours, par contre, où les drogues faisaient moins effet, puis ils arrêtaient de m'en donner, là, j'ai rêvé comme ça se peut pas, puis des trucs complètement absurdes, puis intenses, puis que je mélangeais avec la réalité. Ouais, ça m'a vraiment pris du temps à retrouver mes esprits clairs. Fait que c'est ça, non, moi, dans mon coma, je sais que je me suis tellement fait poser la question, mais non, j'entendais rien, je sentais rien, je savais pas si on me tenait la main ou non. Si j'aurais pu être dans la fille dans Kill Bill, je l'aurais jamais su. Fait que... c'est ça. Mais bon, il est temps que j'y aille. Fait que je vous dis au revoir, puis on se revoit bientôt. Abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez. Ça va me faire du bien. Bye! Non, mais Abrico, il est-tu vraiment allé chasser le tigre?